Génération Beatles. Daniel Le Sueur, bonjour. Notre invité aujourd'hui, celui qui faisait craquer les filles dans les années 60, le chef de la bande en personne, vous avez deviné, il s'agit de Franck Alamo. C'est la vie. Bonjour Franck Alamo. Bonjour. C'est le grand retour. On ne va pas parler immédiatement de votre retour puisqu'on se rencontre aujourd'hui pour parler des Beatles, ce qu'ils vous ont apporté, ce que vous leur avez apporté aussi. Et puis peut-être remettre en place certaines légendes qui courent sur l'histoire des grandes stars qui sont parfois fausses. Alors là, je vais vous coincer, c'est peut-être vilain ça, mais à l'époque où moi je fumais en cachette pour jouer au grand, vous, paraît-il, vous enregistriez des disques en cachette. Oui, c'est vrai. Enfin, les premiers disques ont été en cachette, surtout en cachette de mes parents. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas pu les cacher longtemps, heureusement. C'est le danger quand on devient numéro 1 au hit parade. Et effectivement, j'ai rien dit. Ma grand-mère était dans le coup. Il y avait que la grand-mère qui était dans le coup. Mon père n'était pas du tout dans le coup. Et d'ailleurs, lors d'un conseil d'administration, il y a un de ses collaborateurs qui lui a balancé une pochette de disques comme ça, qui a dit « Mais monsieur Grandin, qu'est-ce que c'est ça ?» Il dit « Je comprends pas, c'est la tête de mon fils, mais le nom, je connais pas. » Alors, le soir, ça a été... La fessée ? Non, François dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, donc, on vous a privé de dessert ce soir-là, mais bon, vous êtes rattrapé de pluie. Hein. Non, parce que quand je lui ai expliqué combien j'en avais vendu et combien ça rapportait, il m'a dit « Bon, bah écoute, je vais t'expliquer comment on place son argent. » Voilà. Alors, il y a une légende qui court comme quoi vous auriez démarré dans le métier en renversant Eddie Barclay à ski. Non, pas du tout. C'est faux, ça. Non, pas du tout, je l'ai pas renversé. J'avais fait un pari avec des copains, c'est de descendre, parce que je skiais pas mal, je faisais partie de l'équipe de France universitaire de ski, et puis de l'équipe de mon école aussi, l'école des cadres, et j'avais fait un pari, c'est de descendre la Combe Martin avec une guitare et un seul ski. Parce que je jouais à l'époque beaucoup de guitare, j'étais en Angleterre pour apprendre l'anglais, j'avais une guitare, je revenais en France, je chantais tous les tubes anglais en France, en anglais, et les gens trouvaient ça super et tout, et il m'avait fait ce pari-là, et j'ai descendu la Combe Martin à Val d'Isère, c'est un truc à 45 degrés avec des bosses de 2 mètres, avec un seul ski et une guitare, et arrivé en bas de la piste, il y avait un petit attroupement forcément, vu qu'ils avaient un peu rameuté pour le pari, tout ça, il y avait un monsieur qui était assis sur ses bâtons de ski, et fumait un gros cigare, et qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'en chanter une petite ?» Et là, vous avez crié « Alamo !» Ouais, non, je criais Alamo quand je prenais les descentes, à cause du film Alamo, et tout le monde me connaissait sous ce nom-là à Val d'Isère. On disait tiens, c'est Alamo, parce qu'on connaissait pas mon nom. Et Eddie Barclay m'a dit chantez-moi quelque chose, et je lui chante un truc en anglais qui s'appelait All I Have to Do Is Dream par les Everly Brothers. Et à la fin de la chanson, il m'a dit mais bon, c'est très bien, mais vous savez chanter en français? Et je lui dis non, le français s'adapte pas du tout à ce que je veux chanter. À mon avis, je chanterai jamais en français. Ça jette un froid quand on est à la neige. Ouais. J'ai noté que vous alliez fréquemment à Londres. Est-ce que vous avez eu la chance de voir les Beatles sur scène, mais en Angleterre? Ah non, j'allais à Londres de 57 à 61 à peu près. Ah, c'est dommage. Pour apprendre l'anglais, et uniquement au mois d'août. Ah. Alors j'ai appris surtout à chanter en anglais, et je ne savais pas, quand Eddie Barclay m'a trouvé en 62 sur les pistes de Val d'Isère, je ne savais pas chanter en français. Je trouvais ça complètement ringard. Et les Beatles chantaient en anglais, je vais vous faire un petit en cadeau. 62, ils chantaient pas, même 59, 62, ils chantaient pas, je crois. Alors, c'était les Quarrymen, les Quarrymen. Ouais. Et ils ont été enregistrés donc en public, et je vous propose d'écouter donc ces Beatles live. Je vous avouerai que le choix de ce titre n'est pas innocent, Franck. C'est un titre que vous avez interprété en français. Bien que voilà, on ne chante pas le rock en français, bien si. Et un titre des Beatles. J'ai bien été obligé. Eddie Barclay m'a dit ça, si tu chantes pas en français, je pourrais jamais rien faire de toi. Donc j'ai dit bon, mais autant prendre des bons titres. Et j'avais trouvé ça tout au début. Et les Beatles n'étaient pas tellement connus à cette époque-là. Hein. Ils ont commencé à être connus en 63. En fait, leur grand succès, ça a été Yesterday qui les a fait accepter par le grand public français. Ça, beaucoup mais She Loves You, ça commençait à percer, mais le fait est que quand vous adaptiez un titre en français, vous en rendiez plus que les Beatles eux-mêmes. Environ 10 fois plus. Oui. Et sur ce titre précis, donc Je veux prendre ta main, qui s'appelait aussi Laisse-moi tenir ta main, vous étiez en concurrence avec Claude François. Et c'est rare ce cas de chanson qui possède 2 titres. Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'on ne peut pas réserver une chanson, dire il n'y a que moi qui la chante? Non, ça se fait pas comme ça à l'époque. Normalement si, mais enfin c'était la bagarre avec Claude François à l'époque. Franck Alamo, Claude François, c'était un petit peu la bagarre. Bien que c'était une bagarre très amicale, mais bon, quand on prenait un titre, on essayait de le faire tout seul, et c'était des fois très difficile. Et il fallait aller très très vite? Ah, fallait aller très vite, hein. Fallait choisir ça, prévenir l'éditeur, faire bloquer la chanson, faire des paroles à toute vitesse, et hop, en 8 ou 10 jours, on arrivait à sortir un titre comme ça. Ensuite, on se précipitait dans les radios, il y en avait 3-4. On faisait une petite promo. On envoyait des tests de pressing. Même pas. C'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. On faisait pas de promo. La maison de disques envoyait dans toutes les radios. Et puis nous, on était sur la route sans arrêt, hein. Moi, en 63, j'ai fait une tournée d'1 an, une grande tournée avec Sheila. J'étais en américaine de Sheila. On a fait la France entière. Et ce qui était formidable pour un jeune comme moi qui débutait, j'avais 11 titres. C'était 11 tubes. Ouais. Alors c'était formidable, et on faisait toutes les villes de France, et dans les villes, on passait dans des grands cinémas qui faisaient 1500 places ou 2000 places, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était bourré à l'intérieur, et que le patron de Sheila, enfin comment il s'appelait, Carrère, faisait ouvrir les portes à l'arrière du théâtre, et il y avait aussi 2000 personnes dehors. Ouais. Et on a fait toute la tournée comme ça. Quand on pense qu'on dit encore que Sheila n'a jamais chanté sur scène. Ah bah moi j'ai chanté personnellement pendant 1 an avec elle. Un an entier. Voilà. Et alors pourquoi a-t-elle arrêté alors? Ah ça je sais pas. Ça je sais pas pourquoi elle a arrêté. Toujours est-il qu'elle chantait, ça je peux le dire, j'en suis sûr. Voilà. Donc voilà encore une réalité. D'ailleurs on lui faisait les chœurs avec. Il y avait comment il s'appelait, les Surfs, qui étaient la réplique en tout petit des fameux des Platters. Des fameux Platters. Des petits Platters. Ils chantaient aussi bien que les Platters, et quand ils nous faisaient les chœurs, c'était fantastique. Et alors les Beatles, vous avez repris un deuxième titre qui a bien marché pour vous. Le titre est joli en plus, Je me bats pour gagner. Oui, c'était un petit peu quand j'avais un petit peu des difficultés avec mon père. J'ai fait une chanson, j'ai pris une chanson des Beatles qui n'a pas fait beaucoup de tabac en France à l'époque. Après, forcément, quand on réécoute les Beatles, on passe toutes les chansons, on dit c'était fantastique et tout. Mais à l'époque, avant to Hold Your Hand, c'était pas quand c'est sorti, c'était pas fantastique. Et moi, je l'ai faite en une espèce de défi, une espèce de bataille contre mes parents, en leur disant vous avez rien compris, voilà. Alors, je vous propose d'écouter ce titre, et après, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à votre façon d'écrire, car vous avez une plume qui est assez intéressante. Vous êtes sur Radio Bleu, et jusqu'à 19h, nous sommes en compagnie de Franck Alamo. Oui, je voulais qu'on revienne un petit peu donc sur cette version Je me bats pour gagner, Hard Day's Night, la version des Beatles. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre système d'écriture, parce que entre vos mains, entre vos cordes vocales, les chansons sont peut-être beaucoup plus vivantes que pour d'autres artistes, dans la mesure où de temps en temps vous les réenregistrez avec des arrangements nouveaux, et vous, chaque fois vous changez peut-être un mot ou deux, quelque chose qui sonne mieux au fil du temps. Ouais, c'est passionnant. C'est si vous voulez, c'est le fait que les années 60 étant ce qu'elles sont, j'ai été amené à enregistrer 3 fois les mêmes chansons. Alors effectivement, quand on les fait pour une 3e fois, on essaie de pas faire les bêtises qu'on a fait les 2 premières fois. Bon, alors j'ai la voix qui a changé, c'est vrai, mais qui n'a pas la voix qui a changé et qui n'a pas changé? C'est-à-dire que regardez Johnny Hallyday, ou regardez même Michel Sardou au début et maintenant, bon, ils ont des voix fantastiques maintenant, alors que c'était, comme moi, c'était pas terrible au début. Oh, vous êtes modeste. Bah écoutez, moi j'ai vu Johnny en 59 à l'Alhambra, c'était pas terrible. Ah, voilà, sur 10, bon, sur 10. Je dois dire qu'il a fait de drôles de progrès maintenant. Maintenant c'est fantastique. Eh ben, pareil, hein, moi c'est pas formidable non plus au départ. J'ai changé quelques mots. J'ai changé quelques phrases, et j'ai changé aussi quelques manières de chanter, parce que dans Hard Day's Night, par exemple, c'était pas tout à fait juste, moi, ce que j'avais fait en 63. Bon, surtout des trucs très très montés, c'était un peu bon. Le solo de guitare, pareil, j'avais eu droit à des critiques de la part d'un monsieur, je me souviens plus qui c'était d'ailleurs, un grand programmateur radio qui m'a dit, dis-moi, Franck, ton solo de guitare dans Hard Day's Night, ça
craint un peu. Bon. Alors là, je dois dire qu'en 97, les musiciens sont vraiment meilleurs. Et moi, au point de vue voix, je suis meilleur aussi. Et donc, vous allez continuer peut-être à retravailler encore ces chansons. De toute façon, vous partez sur scène. Alors, je crois que la prochaine fois, là, je peux pas quand même les faire une 4e fois. Les gens diraient que je me fous d'eux. Non, là, je suis en train de concocter des chansons pour un CD qui sortira au mois de décembre ou au mois de janvier 99. Et bon, faut que je fasse très attention à ce que je fais parce que là, on m'attend au tournant, forcément. C'est plus les tubes. Je chanterai plus des tubes des années 60. Il faut que je fasse des tubes en 1998. Chose qui va être très très délicate. Alors revenons à notre âge d'or qui est quand même le début des années 60. Vous êtes pratiquement la première star solo qui est apparue. Bon, il y avait évidemment Dick Rivers et Eddie Mitchell, mais qui étaient issus de groupes. Et on s'aperçoit finalement que les groupes français n'ont duré que 2 ans. Et oui, ils sont tous disparus pour des raisons peut-être de mariage, de service militaire. Alors qu'à ce moment-là où les groupes français disparaissaient, ça a explosé en Angleterre. Et en Angleterre, ça dure depuis 35 ans. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? On est individualiste en France, hein? Ah bah je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Ça vient peut-être des programmateurs, ça vient des fans, ça vient, je sais pas, j'en sais rien. Effectivement. C'est étonnant. Effectivement, c'était peut-être plus facile et plus sécurisant de passer en groupe au départ. Et puis ceux qui ont compris, qui ont vite compris qu'en fait, il y a des musiciens et il y a des chanteurs, et pourquoi pas se mettre en avant, c'est plus sympa et tout. Alors c'était peut-être un côté individualiste du chanteur, et on est devenus des chanteurs à part entière. Et en ce qui vous concerne, souvent vous doubliez votre voix, c'est-il pour nous faire un petit effet Everly Brothers, c'était très très agréable. Parce que mes grands, enfin moi je suis un grand fan de tout ce qu'il y avait dans les années 59-60, et particulièrement des Everly Brothers, et je chantais pour moi personnellement toutes les chansons des Everly Brothers, et j'adorais leur façon de doubler les voix, Simon and Garfunkel, enfin des choses comme ça, et moi j'adorais doubler les voix, c'est vrai. Ouais. Et tout petit on était gâtés parce que finalement sur un disque on avait 2 à la mot, quoi, bien absolument, souvent, 2 à la mot, et sur ceux des Beatles, notamment Yellow Submarine, on avait 4 Beatles, un régal. Yellow Submarine, je le chanterai pas. Yellow Submarine, je le chanterai pas pour pas gâter la météo, mais Franck, alors une révélation, donc les Beatles auraient joué en France pour la première fois dans votre spectacle. Ça doit être un souvenir époustouflant. Ah oui, c'est un souvenir. J'étais en co-vedette avec Sylvie Vartan à l'Olympia, et on a eu 2 soirs sur 3 semaines. 2 soirs, on a eu 4 types qui sont arrivés avec des énormes amplis, des machins et tout au début du spectacle, et qui jouaient tellement fort que les 10 premiers rangs fichaient le camp au fond de la salle en se bouchant les oreilles. C'était extraordinaire. Mais un bruit comme jamais on avait entendu en France. C'est-à-dire, c'était un ouragan. Bon, et on n'a pas tellement apprécié le côté fantastique de leur mélodie et de leur machin, parce qu'à l'époque, il y avait du bruit, c'était une cacophonie un peu épouvantable, et des hurlements d'ailleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Olybrius? Et puis après, quelques temps après, 6 mois, 8 mois, 1 an, on s'est souvenu du petit groupe qu'il y avait qui faisait tant de bruit, et c'était les Beatles. Et à ses débuts, donc dans la mesure où ils étaient totalement inconnus en France, vraiment totalement inconnus, est-ce que vous avez pu un petit peu sympathiser avec eux, prendre des pots? Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient déjà dans un cocon. Ils étaient déjà, d'abord ils étaient anglais, alors nous on était français. Bon, mais en fait ça nous est même pas venu à l'idée tellement c'était mauvais. Tellement c'était inaudible et tellement c'était fort. Je veux dire, on va vers quelqu'un quand on a un spectacle, quand on fait un spectacle. Par exemple, j'ai fait j'ai fait 4 mois avec Dionne Warwick. J'étais là tous les soirs, elle passait en première partie. Tous les soirs, j'étais là pour l'entendre chanter, parce que je trouvais ça merveilleux, fantastique. Elle avait une voix extraordinaire et tout. Et là, on a envie de connaître les gens. On va vers eux, on a envie d'aller déjeuner, dîner, de parler, voilà. Et je dois dire que la première fois que j'ai vu les Beatles, c'est la première fois qu'on les a vus en France. On n'a pas du tout eu envie d'aller prendre un pot avec eux, parce que c'était tellement mauvais qu'on s'est dit, bon... Ils vont tout casser, ils vont casser des verres aussi en chantant. Ouais, non, mais c'était pas bon, je veux dire, et c'est ça ce qui est merveilleux. Arriver au départ à pas être bon du tout, à être horrible et tout, et de faire des chansons merveilleuses après, comme s'ils ont fait, c'est fantastique. J'aimerais qu'on parle un petit peu des adaptations. En fait, on peut considérer que vos plus gros succès étaient à chaque fois des adaptations très bien choisies d'ailleurs, parce que bien souvent, ce qui était intelligent, c'est qu'on ne connaissait pas les versions originales. Voilà, oui, bien souvent, les versions originales n'ont jamais été connues par des Français. Et je peux pas dire que les versions originales, des fois, étaient merveilleuses, elles n'étaient pas terribles. Elles n'étaient pas terribles, mais il y avait quelque chose que peut-être j'ai su trouver. Il y avait déjà une mélodie, sûre, parce que j'adore les belles mélodies. Et ce qui change avec les raps de maintenant, c'est que la mélodie est un
un petit peu pauvre, alors que nous, à l'époque, dans les années 60, il y avait des mélodies fantastiques. Que ça soit tous les gens à l'époque, Richard Anthony, Petula Clark, enfin tous ces gens-là avaient des mélodies fantastiques. Et alors en revanche, quand vous adaptiez une chanson vraiment française, c'était souvent un 4e titre de 45 tours et ça ne marchait pas. Est-ce que vous avez un exemple dans votre carrière de chanson vraiment française qui vous a apporté du succès ? Je me souviens pas. S'il y en avait une qui avait été écrite par le gars qui m'a vraiment découvert, enfin qui m'a vraiment ramené à Paris par la peau du dos, c'est Léo Missire. Ouais. Il m'avait fait un slow qui s'appelait « Il y avait toi, il y avait moi ». Il y avait toi, il y avait moi, main dans la main, allongés sur la plage. Ça encore, c'était une très belle mélodie avec des paroles. Alors, musique française, paroles françaises. Mais en règle générale, c'était quand même l'adaptation. C'était quand même l'adaptation, bah oui, qui marchait. Et dans la mesure où il y avait une concurrence de plus en plus effrénée, avec Claude François, avec toutes les stars qui arrivaient. Et lui aussi, c'est que des adaptations. Oui. Il n'a pas fait tellement d'original. Est-ce qu'il n'y avait pas tendance à s'inquiéter un petit peu en se disant, mais comment je vais faire, comment je vais arriver à subsister ? Non. Il y avait une matière énorme. Parce que moi, je suis parti avant que les gens ne préfèrent les originales. En fait, moi, j'ai disparu en 69 parce que je suis tombé sur une biche plus jalouse que les autres qui m'a dit carrément, c'est ou moi ou tes fans. Et malheureusement pour moi, je lui ai dit, c'est toi, ma chérie. Et j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour-là. Bon. Anecdote. Ouais, là. Eh bien, là, on va rester dans les anecdotes. Je vous diffuse une chanson de vous que vous n'avez pas oubliée, mais que vous essayez d'oublier. On écoute un petit bout. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est anecdotique. Oui, mais... c'est anecdotique, mais c'était une chanson qui avait été faite en fait parce que le grand truc dans les années 60, c'est qu'en me levant le matin, je signais tous les jours 2000 photos. Car je recevais 2000 lettres par jour et il n'était pas question de ne pas y répondre. Alors c'était un gros boulot pour les artistes, mais on répondait, on était un tout petit mot, une signature et on mettait la photo. Alors les photos, c'était devenu un calvaire pour nous et c'est un gag parce qu'à l'époque, il y avait Henri Tizot qui était un comédien qui imitait parfaitement Charles de Gaulle et on avait voulu faire ce gag envoie-moi ta photo. Et c'est dire les photos c'était vraiment la hantise à l'époque. Alors avant de passer à l'actualité, parler un petit peu des tournées que vous allez faire dans quelques temps, je voudrais qu'on parle un peu de ces chansons qui, comme pour Richard Anthony aussi Rotifon, ont changé leur image vis-à-vis du public. Bon, envoie-moi ta photo n'a pas marché, mais Le Chasseur de Primes, Bimbo, cette chanson avec le Petit Prince, alors changez votre image. Bah justement, ça c'était délibéré de la part de mon directeur artistique de l'époque, qui voulait absolument, ça c'était à la fin ça, hein, enfin pas très près du début en tout cas, il voulait absolument que j'arrête de faire des adaptations. Et moi je lui disais, quand les compositeurs et les auteurs français seront aussi forts que les Américains et que les Anglais, je ferai des chansons françaises. Et il m'a dit, pourquoi tu veux pas essayer? Alors je lui ai dit, bon bah on va essayer si tu veux. Bon, j'ai sacrifié, si vous voulez, à l'exigence de mon directeur artistique et de toute la maison Barclay d'ailleurs, qui disait, faut absolument que tu fasses des chansons françaises. Alors ça a fait Bimbo, ça a fait Envoie-moi ta photo, ça a fait des trucs comme ça qui sont pas, je peux pas en être très très fier quand même. Et le résultat des courses, ça ne vous a pas fait gagner un public plus large? Ah, pas du tout. Vous, c'était des chansons que vous aimiez pas? Oui, en fait, oui. Donc en fait, on a essayé de casser un petit peu votre image. Oui. Et vite, j'ai refait vite après. Après, j'ai vite repris des adaptations, et ce qui a fait des adaptations de Day of Pearly Spencer, des choses comme ça, des choses beaucoup plus évoluées au point de vue mélodie. Tiens, parlons d'image. Vous étiez vraiment le dandy des années 60. Bah, j'avais les cheveux courts, j'avais les dents blanches. Le smoking. J'étais non, mais toujours bien habillé, et ça contrastait avec les cheveux longs et les jeans dégueulasses de mes contemporains. J'étais plutôt le fils à papa de la chanson, quoi. Est-ce que c'était stipulé dans votre contrat, une tenue non, pas du tout. Non. Non, mais j'étais bien, j'étais sain, j'étais très
sportif. Bien dans votre peau. Hyper sportif. J'étais quand même capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace pendant 3-4 ans. J'ai fait du ski de manière pratiquement pas professionnelle, mais du ski compétition, du ski nautique. Enfin, j'étais très très sportif. Et ce qui peut-être que contrastait avec les yéyés, avec les cheveux longs et ce genre de choses. Et en 1967 arrive l'été de l'amour, All You Need Is Love chante les Beatles. Vous n'avez pas eu envie de vous mettre des fleurs dans les cheveux et des chemises à fleurs? Bah écoutez, oui et non. Je sais que mon frère m'avait dessiné une affiche, m'avait fait des espèces de fleurs et de machins comme ça sur une affiche qui était sortie. Psychédélique. Oui, psychédélique, qui était sortie à l'époque, mais moi pas tellement. En 68, j'étais plutôt déçu par ce qui s'était passé. J'avais fait un disque qui était très bien, une très belle mélodie, un truc espagnol fantastique et tout, qui parlait justement de cette histoire de 68 et tout, mais je l'ai fait alors que c'était en train de se passer. Et j'ai empêché le disque de sortir. J'ai demandé au disque, à la maison de disque de ne pas sortir le disque parce que j'ai été un peu choqué de ce qu'avaient fait les jeunes à la fin, quoi. Ils avaient tout cassé. Bon, le mouvement par lui-même était superbe. Moi aussi, j'ai été sur les barricades et tout, mais après, ça a vraiment tourné au vinaigre. Hein. Alors, ils ont tout cassé, ils ont foutu le feu partout. Alors, j'ai pas sorti le disque parce que le disque, ça s'appelait La jeunesse a raison. Et comme je considérais que sur ce point-là, il avait pas raison, mais il faudrait que je le ressorte un jour. Ouais. Alors en attendant, la mélodie était superbe. En attendant, au lieu de s'envoyer des pavés, on va s'envoyer des fleurs avec les Beatles en 1967. C'était fabuleux, c'est avec She Loves You qui représente. C'était bien, ça, c'était vraiment. She Loves You, voilà. Ah, mais tout ça, c'était fantastique. Mais c'était donc il y a quand même un paquet d'années. Et aujourd'hui, alors l'actualité, Franck Adamo, c'est quand même assez enthousiasmant. Tout d'un coup, vous reprenez la route. Bah oui, tout d'un coup, les années 60 sont plus présentes que jamais. Tout d'un coup, j'ai une maison de disques qui m'appelle, qui me dit il faut refaire un truc et tout, qui me donne tous les moyens. Alors ce coup-là, c'est la première fois depuis les années 60 que j'ai les moyens. Alors la maison de disques, c'est Discover, et ils sont fantastiques. Ils m'ont fait un clip, ils m'ont prévu des spots télé. Et à cause du football, on n'a pas fait ça en ce moment, mais on va faire ça au mois de septembre-octobre, ça va redémarrer. Et le temps pour enregistrer aussi, peut-être. Oui, le temps pour enregistrer, les moyens, les bons musiciens, une équipe toute neuve. Oui. Non, vraiment là, si ça marche pas, alors là. Mais vous vous battez pour gagner, de toute façon. Absolument. Je me bats pour gagner. Parlez-nous de ces musiciens. Ça, c'est encore une rencontre assez miraculeuse. Vous êtes passé sous le signe de la rencontre, là. Oui, j'ai rencontré des musiciens. Je passais dans un studio. J'entends Bill Haley et les Comets. Alors quand même, je dis, mais qui est derrière cette porte? Et puis, comment les gars qui étaient avec moi les connaissaient. Il m'a fait rentrer dans le studio. J'ai trouvé 4 types, 20-25 ans, super. Vraiment, on avait l'impression d'entendre ou Elvis Presley ou Bill Haley. Bill Haley, voilà, Bill Haley, les Comets. Le son, ils ont tout. Avec des petits jeunes. Voilà. Des petits jeunes. Et alors là, donc, avec eux, la rencontre se fait, et vous vous dites, ça y est, on réenregistre tous les tubes. Voilà. Tous. Voilà. Il y en a combien sur ce compact? Sur le compact, il y en a 15. À mon avis, c'est les meilleures chansons. C'est pour ça, d'ailleurs, que Envoie-moi ta photo et Bimbo ne font pas partie des autres. Ça fait partie du passé. Mais j'ai fait ça à Paris, pour une fois, enfin, juste à côté de Paris. D'ailleurs, chez un ancien, c'est l'ancien batteur des Lionceaux, qui s'appelle Bob Mathieu, qui a un superbe studio aux alentours de Paris, et qui a un son, moi, je trouve que le son est génial, et bien meilleur que le disque que j'avais fait en 94 aux États-Unis. Pas la peine d'aller si loin. Alors quand même, dans ma vie d'artiste, j'ai quand même fait des sacrés tubes. Une véritable brochette. Ma biche, le chef de la bande, Maillot 38-37, C'est la vie, tout ça, c'est des trucs qui se vendent à plus de 4 ou 5 millions d'exemplaires. Moi, je me rappelle de cette pauvre dame qui était dérangée au téléphone. Tiens, une chanson qui va nous rappeler des souvenirs. Nous on coupe pas sur Radio Bleu, on est ensemble avec Franck Adamo, on va bientôt se quitter, c'est dommage, on serait bien resté à soirée complète. Alors, il m'est arrivé un drôle de truc avec Maillot 38-37. Il y a une dame qui m'a attaqué au tribunal pour mauvaise prononciation.
Ah, et voilà, on en parle depuis des La années. pauvre dame, non mais je m'en excuse, elle a eu beaucoup de coups de téléphone. Nous, chez Barclay, il y avait des répondeurs qui étaient gros comme des machines à laver à l'époque. Il y avait 6 répondeurs, on a reçu 288 000 coups de téléphone en un mois. C'est quand même pas Au mois mal. d'août 65, c'était invraisemblable. Et elle a été déboutée de ses demandes et le président du tribunal lui a dit non seulement Monsieur Alamo prononce très bien, mais j'ai acheté le disque pour mes filles parce que je le trouve superbe. Et la pauvre dame au 36-37, alors combien on a eu d'appels? Je sais pas, mais elle en a eu beaucoup. Pour me Pas faire mal un non procès, plus, elle en hein. a eu beaucoup. Ah ouais. Ouais. Avant de se quitter, j'ai quand même une dernière question qui me brûle un petit peu les lèvres. C'est la question que se posent tous vos fans. Pourquoi avoir arrêté? Eh ben, La raison réelle. À cause de cette biche plus jalouse que les autres. Voilà, c'est c'est ou sûr. moi ou tes fans. Et je vous dis, bêtement, j'ai dit, c'est toi ma chérie. Et ça, je ne le referai plus jamais. Ouais, parce que les bruits qui courent, ce sont que déjà l'armée, vous aurez un petit peu cassé la carrière, et que les gens... Non, parce que l'armée, je suis sorti de l'armée en 68, et en 69, elle m'a mis l'ultimatum, donc j'ai arrêté carrément. Alors donc c'est vraiment l'amour qui est la cause de tous les maux. Absolument. De tous les maux et de tout à l'amour. Absolument. Eh bien Franck, on va se retrouver à la rentrée en gala. Absolument, je repars, je reprends ma grosse voiture, mes clics, mes claques, les musiciens, et on repart en tournée vers la fin septembre. Et je file sur les routes de l'amour et des concerts. De l'amour et des concerts. Merci d'être venu sur Radio Bleu, Franck, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.